C'est maintenant, on parle perspective de l'écosystème tech français par Stéphane Distinguin. Bonjour à tous. Je suis Stéphane Distinguin, je suis le fondateur de Faber Novel et le président d'un pôle de compétitivité parisien qui s'appelle Cap Digital. Je suis ravi d'être parmi vous. Merci à Laura et Guilhem de leur invitation. Je suis ravi parce que, en quelques mots, d'abord, vous allez comprendre mon attachement à nos écosystèmes, à la cause en fait de la technologie, des entreprises de technologie en France. Mais ça a été pour moi l'occasion de réunir trois moments de ma carrière. J'ai commencé à la toute fin des années 90. J'ai découvert Internet quand j'étais à l'école. J'ai commencé à travailler donc à peu près en 99. Monté ma première entreprise à ce moment-là. Et depuis, donc avec Faber Novel, j'ai développé deux types d'activités. Une première, on a été en 2003 de la création, sans doute les pionniers, j'y reviendrai un peu plus tard, de tous les sujets de transformation numérique en accompagnant des très grandes entreprises dans leur transformation, leur basculement vers la révolution numérique. Mais mon sujet, parce que j'ai commencé comme entrepreneur et j'étais capital risqueur ensuite pendant quelques années, donc avant 2003, c'était de pouvoir continuer à créer des startups. Et c'est ce qu'on a toujours fait. On a conçu un modèle qu'on appelle l'excubation, qui est la capacité de créer des startups depuis une entreprise. Et c'est comme ça qu'on a créé Digitic en 2004, plus récemment Bureau à partager, OneThird, que je vous annonce, qui a été lancé il y a à peu près un mois ou deux, qui est une entreprise dans le co-living. Et puis on a accompagné des startups auxquelles on est très attaché, comme KissKissBankBank par exemple. Et puis le troisième point de ma carrière, pour la rendre bien stable, ce troisième, c'est tout ce que j'ai pu faire à titre associatif en termes de développement, de développement économique pour les startups, avec les startups. En tant que président du Silicon Sentier d'à peu près 2003, fin 2003 jusqu'à 2010 et le lancement du camping, mais aussi depuis avec Futur en scène, un autre festival cousin du vôtre, et puis donc Cap Digital, pôle de compétitivité, qui a vocation à réunir plus de 1000 membres et à travailler comme ça, à échanger avec des structures très différentes qui peuvent aller de laboratoires de recherche publique jusqu'à des startups de 2-3 personnes. Cet événement, pour moi, ça a été l'occasion de mettre pas mal de choses en perspective et c'est la première fois que je le partage. Donc j'espère qu'on aura le temps d'avoir, je ferai en sorte, et je m'y engage, à avoir le temps d'avoir des questions de votre part. N'hésitez pas à lever la main, même si je ne vous vois pas très bien, à me stopper. J'ai bien aimé d'ailleurs dans votre programme, je ne suis ici que pour animer. Donc je vais vous présenter un peu ce que moi j'ai dans la tête depuis quelques années, quelques découvertes que j'ai pu faire. Je vais essayer de vous raconter aussi quelques anecdotes, mais surtout n'hésitez pas à m'arrêter. Alors, la French Tech, elle n'a pas commencé hier, ni avec les annonces de Flore Pellerin en 2013. Je ne sais pas si vous le reconnaissez, lui, c'est Jean-Baptiste Say. C'est un peu au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle. C'est lui qui invente la notion d'entrepreneur. On peut aussi parler d'événements qui sont des événements importants, comme la création de la société anonyme à Toulouse au XIIe ou XIIIe siècle. Enfin, on a une histoire qu'on oublie assez facilement d'entrepreneurs, de création, de Gustave Eiffel qui a développé à ses frais la fameuse tour et qu'on a un peu tendance à oublier. Elle date un peu, c'est une image, je ne sais pas si vous la connaissez, l'entreprise sans doute, ça a été une start-up un jour, c'est la plus vieille entreprise du CAC 40, c'est Saint-Gobain, 350 ans, c'est une des plus vieilles entreprises françaises et une des plus vieilles entreprises au monde. C'est encore aujourd'hui dans le classement des entreprises les plus innovantes, une des entreprises donc en France considérée comme celle qui innove le plus dans les classements de Reuters et d'autres, c'est la France. Ça fait de nous une économie que je qualifierais un peu d'économie, c'est l'expression un peu cougar. Une économie qui n'est pas forcément une économie récente, une économie qui aime la jeunesse, qui a cette capacité à se régénérer, se renouveler, mais c'est une économie qui, quand on la compare, donc les 5 premières capitalisations en fait, du CAC 40, donc Total, BNP Paribas, L'Oréal, LVMH ou Sanofi, les 5 premières depuis cet été aux États-Unis, vous les connaissez tous, hein, mais c'est que des entreprises de tech. Une moyenne d'âge, si on compare, et moi j'ai eu cette espèce de révélation
d'épiphanie, hein. Je crois que c'était à l'été 2014 où les deux chiffres se rapprochaient, donc les GAFA versus CAC 40, on était quasiment à la même chose. Et quand on passe en fait à l'été 2015, avec un peu plus d'un an, on voit que les GAFA ont dépassé le CAC 40 et on voit qu'au même moment, cette économie, qui est un peu une économie donc qui date, qui a ses avantages, j'insiste, hein, Saint-Gobain, 350 ans, combien d'emplois créés, combien de révolutions industrielles, combien de capacité à se régénérer. Puis aujourd'hui, le fait est de constater que ces grandes entreprises françaises, elles ne sont pas en fait dans nos parts d'usage. Je fais référence à une étude Gefanomics qu'on sort chaque année où on essaie de voir quelle est la part d'usage en fait, hein, des très très grands champions du numérique, donc Google, Apple, Facebook, Amazon bien sûr, mais aussi les quelques autres qui, année après année, arrivent en fait sur leur marché et leur part d'usage. Là encore, on le voit bien, il n'y a pas ces entreprises françaises, il n'y a pas de start-up, mais il n'y a pas de ces grandes entreprises non plus. C'est le point de départ. Quelques autres grandes tendances pour moi qui fondent les technologies, les entreprises de technologie françaises, c'est aussi une très grande proximité entre les entrepreneurs et l'État, qui est une des vraies caractéristiques pour moi de notre écosystème. Ces derniers temps, on a perdu André Rousselet, très grand entrepreneur, qui était aussi un des très proches de François Mitterrand, son directeur de cabinet pendant longtemps, plusieurs fois quand il était ministre, mais à l'Élysée jusque dans les années 80, qui a racheté Taxi G7, on en entend beaucoup parler récemment, et je crois son fils dirige toujours l'entreprise. C'est aussi le fondateur de Canal+. Moi, c'est des choses que j'ai beaucoup regardées, Canal+, les radios libres, parce que pour moi, ça a été une vague précédente de création d'entreprises, Énergie, Skyrock et beaucoup d'autres, qui sont encore présentes aujourd'hui, parfois dans les télécoms, Énergie, dans les blogs, vous vous rappelez de l'heure de gloire de Sky avec les Skyblogs. Mais tout ça, c'est parti d'une époque, donc le début des années 80, de libération des médias, où en fait, il y a eu une rencontre de médias et de technologies, et ça a pu donner Canal+. Et le porteur du projet à l'époque, c'était André Rousselet. Il y a une autre caractéristique qui est celle, alors l'image du milieu, la deuxième, c'est Jean-Luc Lagardère. Jean-Luc Lagardère, donc fondateur du groupe Lagardère, bien sûr, mais précédemment repreneur de Matra et qui a réussi à se diversifier, on va dire, du magazine Elle jusqu'au missile, Matra, en passant par l'espace, le Renault Espace, qui est conçu par Matra et sur lequel il a gagné des milliards pendant longtemps. Et un principe quand même assez proche dans les deux cas, c'est la proximité avec l'État. Ce sont de très grands entrepreneurs, hein, patrons de leur entreprise, actionnaires des entreprises. À la différence peut-être d'André Rousselet qui avait une carrière dans un cabinet, ce n'était pas du tout le cas de Jean-Luc Lagardère, mais on voit bien que la commande de l'État était extrêmement présente en fait dans le développement de l'entreprise et sa réussite. Free, pendant très longtemps, je me suis dit justement, on a affaire à une nouvelle génération d'entrepreneurs, j'y reviendrai dans un instant, qui est pirate, très indépendante de l'État, mais je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire, de parcourir, lire les bonnes feuilles dans la presse de la biographie qui vient de sortir sur Xavier Niel. Vous voyez qu'en fait l'histoire n'est pas aussi claire, qu'il y a une proximité en fait plus forte que ce qu'on pouvait imaginer entre cet entrepreneur pirate et ses débuts justement quand il a hacké pour la première fois je ne sais plus si c'était des Radiocom 2000 ou équivalent à l'époque, et découvert les numéros de personnes très importantes et qu'on lui a demandé, l'État lui avait demandé justement de rentrer dans les systèmes et de montrer leur défaillance. La proximité de Free et de France Télécom, le fait même de toute façon que des groupes comme LDCom, avec Louis Dreyfus, devenu neuf par la suite, Free et quelques autres, ont réussi à se développer aussi sur des infrastructures qui étaient des monopoles d'État auparavant. Donc, je pense aussi qu'on se développe aujourd'hui encore dans un écosystème dans lequel la présence de l'État et cette proximité avec, avant la commande de l'État, le passage par les mêmes parcours, les mêmes écoles, mais aussi une forme d'adoubement reste quelque chose d'assez important aujourd'hui. Ça évolue. Autre point, je ne sais pas à quel point vous êtes confronté à l'international ici. J'ai la chance avec Faber Novel d'avoir une partie importante de mon activité aux États-Unis, à San Francisco. On a toujours à se justifier d'être français, d'être dans une économie française qui... vous voyez, enfin, dessin après dessin, vous voyez bien qu'on appelle ça souvent le French bashing.
on n'est pas perçu forcément comme vraiment une économie qui est une économie à la fois florissante, mais une économie facile. Régulièrement, dès qu'il se passe quelque chose, une nouvelle taxe, une nouvelle loi, je pense qu'elle a encore peut-être plus d'écho à l'international qu'en France. Souvent, on m'a parlé des statuts en Suisse des entreprises, que ce soit sociétés anonymes ou sociétés à responsabilité limitée. C'est des statuts qui n'ont pas changé depuis le 19e siècle. En France, là encore, les entrepreneurs ou les salariés dans cette salle, vous êtes à peu près tous dans une situation ou une autre, bah, vous savez que ces choses, elles changent extrêmement souvent et qu'on a affaire à une économie qui a donc perçue, on va dire, difficilement à l'international, mais qui change en permanence et que ces facteurs, a fortiori, quand on est dans une économie qui va extrêmement vite, sont des éléments qui la desservent. Je reviens, alors on est en pleine période d'élection américaine et George Bush, ça date déjà un peu, mais souvenez-vous de cette bonne phrase alors que je vous ai cité Jean-Baptiste tout à l'heure et de voir à quel point en fait l'histoire finit par être oubliée et que c'est à vous ici, à nous, avec la French Tech, de réécrire une nouvelle page parce que George Bush, quand il quitte Paris, dans son avion, il confie à des journalistes, le problème avec les Français, c'est qu'ils n'ont pas de mots pour dire entrepreneur. Et que ça reste encore vraiment la perception de beaucoup de nos partenaires à l'international. À tel point que, est-ce que vous reconnaissez les trois sur la photo? J'ai réussi à trouver les deux de droite avec une baguette. C'est Guy-Manuel Omems-Christo et Thomas Bangalter, donc c'est Daft Punk. Et Jean Dujardin, bien sûr. Qu'est-ce que vous leur trouvez de commun à ces gens? Réussite internationale, on est d'accord? C'est peut-être les artistes français qui ont connu ces dernières années la reconnaissance internationale la plus forte. Grammy Awards, et je crois 6 ou 7 Grammy Awards dans le cas des Daft Punk et un Oscar. Pour Jean Dujardin, ça fait remonter à je sais pas, une éternité. Est-ce que vous faites un autre lien? Moi, ce qui m'a... À l'époque, ils ont eu leur prix à peu près au même moment, ça m'a stupéfié. Je me suis dit, c'est bizarre, c'est des personnes qui ont des prix internationaux et en fait, ils parlent pas. Ils sont dans le cas de Jean Dujardin, c'est un film muet. Dans le cas de Daft Punk, je ne connais pas leur son, leur voix. Et systématiquement, et je trouve que c'est un principe un peu de la French Touch, c'est-à-dire que le fait de rendre hommage, dans le cas de Daft Punk, c'est clairement un hommage à la musique américaine. C'était hyper clair dans les Grammy Awards quand ils ont joué avec les Stevie Wonder. Enfin, c'était vraiment un hommage à la musique noire américaine des années 70. Jean Dujardin, c'était hyper clair aussi. C'était le cinéma muet d'Hollywood au début du XXe siècle. Et ce qu'on leur demande pour cette réussite internationale, donc, c'est de copier et puis de surtout pas trop la ramener, de se taire un peu. Et moi, je me sens assez bloqué aussi dans cette difficulté à entendre une voix, une différence. Et c'est encore un des points qui me semble un des points saillants en fait de l'écosystème dans lequel on se développe aujourd'hui. Dernier point, l'amour du prototype. Ça m'a vraiment sauté aux yeux en lisant une biographie, une excellente biographie de Marcel Dassault, qui s'appelle Monsieur Dassault. Et qu'est-ce qu'on... Alors, Dassault, aussi ancien, il est mort déjà il y a quelques années, très grand entrepreneur. Il a pris son industrie, un secteur, à une époque où en fait, il travaillait qu'avec des planches de bois et des draps, pour faire simple, et des petits moteurs. Et il l'a quitté avec des avions qui étaient pas loin de faire 3 fois la vitesse de son, Mach 3. Ce qui me paraît incroyable, d'arriver comme ça dans une industrie extrêmement complexe, avec une quantité, une densité de recherche incroyable, et de pouvoir l'accompagner sa vie durant pour démarrer donc avec des avions qui décollaient à peine quand ils décollaient, et la finir donc avec des avions qui faisaient plus de 2 fois la vitesse du son. Et qu'est-ce que moi je retiens et je veux partager avec vous, et c'est pour moi une des grandes caractéristiques de ce qu'on fait, c'est d'abord le principe du prototype. C'est-à-dire qu'à cette époque, au début de Marcel Dassault, je crois que c'était le ministère de l'Air, remboursait n'importe quel inventeur qui réussissait à faire voler quelque chose. Et ce principe du je rembourse n'importe qui fait voler quelque chose, c'est, je trouve, encore un point qui est un point très fort en fait
dans notre vision, dans notre perception en fait, de l'innovation et de la recherche-développement et de son financement. Souvent, les subventions vont à celui qui va faire un prototype. Et ce prototype, on lui demande quoi? De voler, même de voler à peine. Pas forcément d'attaquer un marché. Alors, les choses évoluent, on est de plus en plus dans l'innovation, on a tous entendu parler de marketing stratégique, mais je trouve que ça reste encore très très fort. Et qu'est-ce que ça a comme incidence? Ça a comme incidence que toujours les systèmes qui font de l'innovation cherchent à aller vers le prochain prototype. Je parle en tant que président d'association, là encore, ou en tant qu'entrepreneur. On voit bien qu'il faut présenter un dossier, et que le dossier à présenter, c'est celui du truc qui n'a pas encore été fait, du truc qui n'a pas encore volé. Et que cette obsession-là, c'est, à mon avis, une de nos caractéristiques et quelque chose qui parfois nous freine. Deuxième élément, ce que je vois aussi dans cette image et dans ce principe du prototype, c'est l'enjeu du risque. C'est l'enjeu, alors on fait partie ici d'une génération de personnes engagées pour le sujet de technologie, pour les startups, pour la création d'entreprises, pour le partage de tous les bienfaits du numérique. Et souvent, on a entendu dire qu'il fallait mieux vivre l'échec, qu'on avait en France un rapport qui était un rapport assez malsain à l'échec. Évidemment, je ne veux pas dire autre chose qu'il faut savoir échouer. Mais je voudrais aussi insister sur un point, qui est qu'il ne faudrait pas passer de l'autre côté du cheval, et que l'enjeu, qui est l'enjeu en fait de savoir échouer, n'est pas, quand on le compare aux États-Unis en particulier, pas uniquement le fait d'échouer, c'est cool. Il ne nous faut pas une légion de losers, on est d'accord. Ce qu'il faut, c'est plus d'ambition. Et ça, c'est un point qui est pour moi un point important, et surtout quand on le voit dans la Silicon Valley. L'enjeu n'est pas forcément de dire bon ben je raterai, j'y vais, c'est pas très grave. Il faut que ce soit très 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 ambitieux. Et alors, si je rate, ce serait pas très grave. Et ça aussi, c'est un point qui, à mon avis, un point qui est peut-être plus compliqué dans une culture qui est une culture du prototype. Je vais du coup pouvoir arriver en étant parti un peu de haut, et ce qui pour moi font les grands principes du capitalisme de l'innovation français, sur ce qui fait la French Tech. Alors, d'abord, on a la chance d'avoir en France des infrastructures télécom depuis un moment qui sont d'excellentes infrastructures télécom. On l'a dit, on le répète, ces infrastructures télécom, elles vont loin, puisqu'elles nous permettent aussi d'avoir des ingénieurs télécom, enfin des ingénieurs, des personnes qui sont formées sur ces sujets et qui forment des bataillons de personnes, des ingénieurs tout à fait compétents pour rejoindre nos projets, nos entreprises. Mais je vois dans ce sujet, et là vous voyez la première expérience Télétel, je crois à Vélizy, si vous avez lu l'excellent livre d'Aurélien Bélanger, La théorie de l'information, qui est alors pour le coup une biographie très très romancée de Xavier Niel, vous verrez l'importance en fait de cette période, la création en fait de ces premières messageries, de premiers sites qui étaient des sites Minitel à l'époque, avec un défaut majeur qui est près un péché originel total, qui est celui d'avoir choisi pour une technologie qui était celle de la commutation de circuit, plutôt que la commutation de paquets, qui était pourtant inventée par Louis Pouzin, un Français. Mais les PTT, France Télécom, ont choisi, le ministère sans doute, d'aller vers une autre technologie qui est une technologie beaucoup plus télécom, et qui a donné le Minitel. Mais, alors, on peut se moquer, et à raison, du mauvais choix, surtout a posteriori. Mais ça a donné aussi des fondements assez forts en fait, à cette French Tech. D'abord, ça a donné une génération d'entrepreneurs. Si vous réfléchissez aux plupart des entrepreneurs les plus successful aujourd'hui en France, les Xavier Niel, Jacques-Antoine Granjon, les Marc Simoncini, Patrick Robin et tant d'autres, ont commencé à une époque qui était avant Internet, et on sont confrontés à ces sujets, à ces projets, avec ces technologies. C'est aussi pour moi un sujet qui était un sujet intéressant, et on l'a vu avec la phase de l'Internet mobile qui a commencé un peu plus tard, au début des années 2000, j'y reviendrai là aussi. Ce qui a été très très intéressant, c'est que c'était un Internet qui avait un modèle économique. Et ça a amené aussi les Français et certains entrepreneurs à imaginer des modèles dès le départ qui ont fonctionné, et de s'engouffrer dans la brèche Internet assez vite, si on y revient. Et en particulier sur une période, alors je ne sais pas si les images sont très très belles, elles pixelisent, parce qu'en fait il y en a assez peu maintenant sur Internet. Et simplement pour vous dire qu'en 94-95, on a en France à peu près
tous les grands services. Donc on a donc Locas, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Locas, repris par Infony, qui était le premier moteur de recherche en langue française, donc créé, je crois, tout début 95. Caramel, c'est à peu près la même équipe qui se dit, c'est marrant, hein, qui revend, je crois, à Infony pour 2 millions de francs à l'époque, 2 serveurs, ils n'en revenaient pas, 2 serveurs physiques, ils vendent 2 serveurs. Et pour fonder Caramel, en étant persuadé qu'il n'y aura pas de modèle économique sur les moteurs de recherche. Et que donc c'était un service qui faisait du trafic, qui avait de l'intérêt, mais qui serait incapable de monétiser. Donc ils partent et investissent Caramel, repris par Lycos, enfin Spray puis Lycos. Donc 96 à peu près. Et puis eBazaar, racheté par eBay depuis, qui est une des vraies réussites de cette première vague Internet, donc mi-année 90. Et on voit toute une génération, alors j'ai pris un des locaux de l'étape, hein, Jean-Baptiste de Crevarnier, qui est lyonnais, qui lance une société plutôt dans tout ce qui est bourse et suite bourse sur Internet. Donc à cette époque, il y a un démarrage, à tel point qu'on connaît une phase vraiment qui est une montagne russe, où c'est une période que j'ai connue, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai beaucoup d'affection pour les start-upers, pour tous ceux qui peuvent raconter parfois n'importe quoi en cherchant des fonds, parce que c'était vraiment une époque qui était une époque totalement folle pour ça. Et ce que vous voyez là, c'est qu'en l'espace de quelques semestres, et donc quelques années, on se retrouve avec donc on multiplie par 15 à peu près les montants levés en France, pour revenir à peu près à pas loin de la situation de la moitié des années 90 à partir de 2002-2003. C'est une période qui est très importante parce que ça a été une période dans laquelle tout a été possible. On a vu à peu près tous les consultants en stratégie, beaucoup de jeunes cadres qui ont quitté l'entreprise et qui se sont dit c'est possible de créer quelque chose. Certains ont réussi à lever des fonds, d'autres ont rejoint des projets. Certains aussi ont rejoint des grandes entreprises américaines qui ont commencé à s'installer en France. Yahoo, je crois, a été parmi les premières. C'était du net en 96. Mais très vite, en fait, c'est-à-dire qu'il y a eu l'après-bulle, donc à peu près 2000-2001. Vous voyez, 2000, c'est encore la fête, et puis ça tombe très vite. On se retrouve dans une situation qui est une situation où il fait extrêmement froid. Moi, c'est une période que j'ai vécue. C'était une période dans laquelle on avait connu les First Tuesday, je ne sais pas si vous dit quelque chose, où il était bon ton de venir une coupe de champagne à la main au Muséum d'Histoire Naturelle devant les squelettes de dinosaures en se moquant des grandes boîtes qui allaient toutes mourir. Time Warner qui se faisait racheter par AOL. Enfin, bon, c'est une période complètement folle. Hein. C'était vraiment la nouvelle économie était en train de manger le monde. Et puis là, 2002-2003, c'est exactement l'inverse. Et quelque part, sur retour de bâton, on l'a tous senti. C'était devenu très dur d'entreprendre. Et puis, les grandes entreprises et toutes les personnes qui étaient retournées dans ces grandes entreprises ne manquaient pas de nous le faire sentir. Mais une tendance, je ne sais pas si le verre n'était pas dans le fruit, parce que je ne pense pas que c'était un verre, mais en tout cas, ce virus entrepreneurial, cette création en fait, des premières entreprises tech en France a été partie. Alors là, j'ai pris des données qui sont les données de Cap Digital, qui, à mon avis, sur une base de plus de 1000 entreprises, peuvent avoir un sens. À vous d'en juger ou trouver d'autres sources d'extrapolation, mais j'ai pris parmi nos membres en fait leur date de création, et puis voilà ce que ça donne à peu près. Donc vous voyez bien que des entreprises créées, on va dire, entre 2001 et 2004, il y en a soit pas tant que ça, soit plus tant que ça, ce qui est une des autres possibilités. Hein, et en revanche, derrière, on voit une remontée sensible. Alors comme c'est pas étonnant qu'en 2015 et 2016 on ait moins de membres parce que c'est des données qui datent de début 2016 pour le coup, donc ça serait des entreprises extrêmement récentes. Mais vous voyez que la tendance est vraiment extrêmement durable et haussière et que on a assisté à un redécollage. Ce redécollage, pour moi, il est parti sur plusieurs bases. D'abord, je faisais partie des télécoms, des infrastructures, des écoles, d'ingénieurs. Il y avait aussi une première phase qui datait des années 80, qui était celle du jeu vidéo, qui s'était fait sans Internet. Et on peut dire que certains ont eu du mal à passer à Internet. Alors je commence avec l'autre local de l'État, avec Infogrames, Bruno Model, donc milieu années 80, je crois, les premiers jeux. Callisto, créé à Bordeaux par Nicolas Gaume. Ubisoft, les frères Guillemot, à Carantec. Je trouvais ça aussi intéressant parce que c'est
autre chose comme début de la French Tech, c'est aussi par rapport à beaucoup d'autres de mes exemples, c'est des exemples qui ne sont pas des exemples parisiens. C'est aussi toutes ces entreprises, toutes celles qui ont démarré le jeu vidéo, celles qui ont fait le jeu vidéo, qui étaient des leaders mondiaux, pour certains avec Ubisoft, toujours un leader mondial, ces entreprises qui ont démarré ailleurs qu'à Paris et qui sont développées. Mais les deux axes, les deux piliers sur lesquels, à mon avis, on a redémarré, et ça a été mon expérience avec le Silicon Sentier, c'est le mobile, l'Internet mobile, avec au début des années 2000, une époque où, je ne sais pas si là encore vous vous en souviendrez, mais il était facile de se moquer des Américains avec leurs gros téléphones moches, leurs pagers à la ceinture, alors que nous, on avait des petits terminaux, parfois des terminaux couleurs, une technologie qui va vous faire sourire, mais qui n'était pas si bête que ça, qui s'appelait le WAP, qui était en fait le début de l'Internet sur mobile. C'est comme ça et pour ça qu'on a lancé Digitic, en dématérialisant des tickets sur le téléphone portable, et c'était du WAP, tout bêtement. La folie des téléchargements de logos sonneries, là encore au début des années 2000, avec quelqu'un qui a pas mal réussi à cette occasion, et ensuite qui s'appelle Jean-Baptiste Rudel, qui a monté une boîte qui s'appelle K-Mobile, qui était un des leaders, si ce n'est le leader du téléchargement de logos et de sonneries, et qui ensuite a créé Criteo. Donc vous voyez que aussi les sujets se font beaucoup par sédimentation et par réplication. Ce que je vous disais aussi tout à l'heure sur les infrastructures télécom, c'est qu'il y avait une logique qui était une logique de paiement, qui était très fort. Donc tous ceux qui sont intéressés au mobile avaient, j'allais dire, la capacité de se faire payer plusieurs fois, parce que les gens étaient déjà prêts à payer, logos, sonneries. Ils avaient conscience des services audiotel. Rappelez-vous aussi de la folie, c'est les mêmes époques, des love stories, de tout ce qui est télé-réalité, où il fallait voter, et tous les SMS étaient surtaxés. Donc c'était une période dans laquelle il y avait beaucoup d'argent qui était dans de l'Internet et du mobile. Il y avait aussi les opérateurs qui étaient extrêmement généreux, c'est moins le cas aujourd'hui, parce que vous le savez tous, on le sait, on le sent, et qui ont beaucoup participé à financer des startups. Là encore, je vous prends l'exemple de Digitic. Chez Faber Novel, quand on lance, Bouygues Télécom nous a aidés au tout début, vraiment au tout début. Ensuite, SFR a été notre partenaire, et même l'investisseur est le premier investisseur avec SFR Développement dans l'entreprise. C'était des entreprises qui étaient très engagées, qui finançaient, qui sponsorisaient quasiment tous les événements. Donc le télécom était vraiment une façon de redémarrer. Et puis l'autre, pour moi, appelons-la mamelle, en fait, de ce redécollage de l'écosystème français, c'est le logiciel open source. Alors, pas grand-chose à voir avec le mobile, mais avec une culture, avec un réseau de développeurs, de compétences, qui a très peu d'équivalent, à mon avis, au monde, et qui a été, là encore, je reprends mon expérience de Silicon Sentier à l'époque, quand on relance les événements, quand on se dit, bien avant de créer la cantine, premier coworking space en Europe, les deux communautés sur lesquelles on a travaillé, qui nous ont permis de tout redémarrer, ça a été la communauté du mobile, les Mobile Monday, les premiers, c'était en 2005, et puis ensuite, tout ce qui a été Barcamp, tous les événements, ce qui est devenu ensuite les hackathons, quelques itérations ou années plus tard. Et ça, c'était donc la communauté open source. Développement des écosystèmes, alors vous me direz, ils existaient déjà les écosystèmes, hein. C'est plutôt une renaissance à proprement parler qu'une naissance, mais il y a eu comme ça quelques événements. Donc la photo extrêmement moche en bas à droite, c'est une visite qui est une visite importante, puisque c'est la visite en 2000, 2 mars 2000, je regardais ça la semaine dernière, de Jacques Chirac à l'époque dans un incubateur qui s'appelait République Allée, place de la République. Et à ce moment-là, c'est la folie, le début en fait d'une pop culture, à laquelle on participe tous ici, aujourd'hui, et puis le reste de l'année j'espère. C'est celle de cette pop culture de l'entrepreneuriat numérique. On parlait certainement pas de French Tech encore, et c'est le début de cette vision des écosystèmes, des lieux, des incubateurs, des espaces de start-up. Donc là, première visite, 2 mars 2000, c'est une des fameuses scènes avec la peau de mouton et le mulot avec Jacques Chirac. Ensuite, on est en 2006 et c'est la création des pôles de compétitivité. Il y avait eu avant une vision des gouvernements qui était celle de ce qu'on appelle les systèmes productifs locaux. Donc, qui sont, pour 2 secondes, hein, j'ai un peu de temps. Les systèmes productifs locaux, c'est une vision à l'italienne des districts, un peu comme il y a la maroquinerie à Florence, ou oui, en France, on peut parler de ganterie à Millau, la coutellerie pas très loin d'ici à Thiers. C'est des systèmes productifs donc très intégrés,
basé avant tout sur des PME et sur des métiers qui sont des métiers où il y a de l'intégration, qui est l'intégration donc verticale. Systèmes productifs locaux. Silicon Sentier en était un dans le numérique, typiquement. Et puis l'idée, poussée dans un premier temps par Christian, aidez-moi, ancien ministre, celui qui fumait des cigares, vous savez, patron de la RATP et d'Air France. Christian Blanc, merci. Christian Blanc qui pousse une idée qui est celle des pôles d'excellence européens, qui devaient être 3 ou 4, peut-être 5 en France. Donc, pour faire simple, vous auriez sans doute hérité, vous, à Lyon, de la santé, l'aérospatiale, évidemment, à Toulouse, et puis quelques autres, le numérique, peut-être à Paris, je ne sais pas. Toujours est-il qu'il y a eu, pas une alternance, mais pôle d'excellence européen. À cette époque-là, Nicolas Sarkozy est ministre de l'économie, donc on est plutôt sur une vision 3 à 5, concentrée, avoir vraiment densifié, avoir des pôles extrêmement puissants et très visibles depuis l'espace. Nicolas Sarkozy reprend le projet, mais cette fois-ci, il quitte le ministère de l'économie et des finances pour repasser au ministère de l'Intérieur. Et ministre de l'Intérieur, il a donc l'aménagement du territoire, et les 3 à 5 pôles d'excellence européens deviennent 81 pôles de compétitivité. 81 pôles de compétitivité après un appel à projet, et donc des pôles de compétitivité un peu dans toute la France, sur des sujets très très différents. Donc, je vous l'avais dit, la santé à Lyon, mais donc Cap Digital, Systématique à Paris, Aerospace Valley à Toulouse, et bien d'autres, différentes catégories. Mais ça, c'est donc 2006, et c'est un premier effort avant la French Tech de structuration, en fait, lié entre la puissance publique, des entrepreneurs, des entreprises de toute taille et des laboratoires sur le territoire. 2008, c'est une photo qui compte beaucoup pour moi, parce que c'est le moment où on a reçu Mark Zuckerberg à la cantine, donc c'est 2008, fin 2008. Et là, c'est une autre modèle en fait, d'intervention, purement privé, associatif mais privé, dans lequel on s'est mis Silicon Sentier avec quelques autres, il y avait la FING, et quelques autres, à dire on va habiter un lieu, on va faire des événements, il va toujours se passer quelque chose. Et pour moi, je ne sais pas comment ça se passe pour la tour du web ou la cuisine du web chez vous, mais moi, mon analogie, c'est la façon dont j'expliquais à toutes les personnes qui venaient nous visiter. Donc Mark Zuckerberg, qui a passé 2 jours en 2008, c'était déjà une star, c'était très impressionnant. C'était dire que c'était un peu comme une salle de concert, une salle de répétition. Il fallait dans nos sujets des salles de répétition, des salles de concert. Que l'analogie avec les rockstars, qui est souvent dans notre milieu, quand on parle de quelqu'un de très fort, développeur ou autre, on dit que c'est une rockstar. Pour avoir des rockstars, il fallait des salles de répétition, il fallait que des personnes puissent se réunir, faire des choses, avoir des espaces, c'est le coworking, mais aussi des salles de concert, parce que c'est la façon de créer des rockstars, c'est de les exposer, c'est de leur donner la parole. Et j'espérais qu'on puisse créer une salle qui soit comme l'Olympia ou d'autres plus tard. Donc maintenant, la cantine est devenue le NUMA, et ils ont choisi d'intégrer tous les services. Mais c'est bien cet esprit, cet ADN qui est là. Voilà différents éléments. Il y a eu évidemment beaucoup d'autres initiatives, mais c'est pour moi, après cette première phase d'Internet et la bulle, des éléments qui ont été des éléments très structurants. Ensuite vient le catalyseur. Ce qui s'est passé, et pour moi, ce qui s'est passé de plus violent et de puissant, c'est l'annonce du 4 novembre, non pas 2010, comme on le dit ici, mais c'est le 4 novembre 2012, excusez-moi, 4 novembre 2012. 4 novembre 2012, c'est l'annonce en fait par Cameron de la création de la Tech City. Vous voyez ce que c'est la Tech City ou pas? La Tech City, c'est la création à Londres d'une tour, en fait, d'un bâtiment dans lequel Google et d'autres sont présents, un incubateur, des services c'est vraiment, ils avaient réussi à débaucher la vice-présidente Europe de Facebook à l'époque pour pouvoir piloter le projet, et l'idée, ça a été de vraiment créer un lieu, un espace, et d'annoncer
la puissance de Londres, et c'est pour moi tout à fait important que ce soit, non pas le chef de l'État, puisque c'était pas la reine, mais c'était le Premier ministre britannique qui s'exprime, qui fait une déclaration internationale en disant Londres va compter sur la scène internationale et sur le numérique, et pour cela, nous créons la Tech City. La Tech City qui est donc à l'est de Londres, du côté des docks, si vous voyez. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose d'assez incroyable, parce que j'étais déjà dans ce milieu depuis un moment, et puis là, tout d'un coup, mon téléphone sonne dans tous les sens. Les cabinets, ministres, Ville de Paris, Région Île-de-France, qui réagissent et qui disent « mais qu'est-ce qu'on fait ?» Enfin, nous, Londres fait ça, vous connaissez sans doute parfaitement la rivalité entre Paris et Lyon, je ne sais pas. Elle est aussi assez forte entre Paris et Londres. Et donc, les pouvoirs publics vivent très mal cette annonce en disant « mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils font ?» Nous, ils annoncent 18 000 startups, combien on en a? Et forcément, on en a plus. Donc on réfléchit, on se rend compte qu'on n'a pas de base, ce qui est un vrai sujet. Ça aussi, je pense que j'ajouterai, j'ai oublié de le mettre dans ma liste au Père Noël à la fin, mais vous me ferez penser de l'ajouter. C'est hyper important, il faut avoir en fait des bases, on ne les a pas. Et du coup, réaction, les différents cabinets réfléchissent, et de la Tech City apparaît un projet qui devient les quartiers numériques. Les quartiers numériques portés en fait par la Caisse des dépôts, qui va soutenir le projet. Et tout de suite, on voit qu'un peu comme je vous l'ai dit pour les pôles de compétitivité, la réponse à la Tech City, qui est un lieu à Londres, devient en fait des quartiers numériques pour deux injonctions. Une injonction qui est celle des élus locaux, sans doute, qui disent « attendez, et moi aussi j'ai le droit de rêver à ma Silicon Valley, il n'y a pas de raison qu'elle soit là ou là, c'est ici qu'on va la mettre, et vous savez que depuis des années on travaille et qu'on a d'ailleurs d'excellentes startups, et vous voyez tous les arguments qu'on peut avoir dans ces cas-là. » Par d'autres arguments qui sont d'excellents arguments, c'est que c'est exactement à ce moment-là que Xavier Niel, encore lui, annonce, après 42, son incubateur à 1000 startups, le plus grand incubateur du monde à la Alfred Sinet. C'est les tout débuts, et vous voyez que la Caisse des dépôts est déjà partenaire. Et puis, c'est la création de Numa, qui est déjà, en fait, on avait d'ailleurs, avec Silicon Sentier, déposé une marque qui s'appelait Quartier Numérique, parce qu'on voulait faire un quartier d'expérimentation dans le sentier. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qui va faire quoi? Pourquoi est-ce que tout d'un coup l'État se décide à faire des choses qu'on est déjà en train de faire? Est-ce que les quartiers numériques vont nous bouleverser? Comment ils vont nous aider? Il y a tout un aspect qui est un aspect marketing. Une agence est diligentée, je tairai son nom. Et vous voyez, je crois que c'est la première fois, je vais le garder pour vous, j'ai ressorti de mes emails en fait les différents noms qu'on tournait à l'époque. À ce moment-là, les quartiers numériques ont réfléchi à leur trouver un nom. Digiville, IT Spot, Blue Zone, qui sera vite écarté parce qu'en russe, Blue Zone, c'est quartier gay. On trouve deux finalistes. Les deux finalistes, c'est Tech de France et French Tech. Et c'est comme ça que, donc, 27 novembre 2013, à 18h, vous voyez, donc c'est il y a à peu près un an de décalage entre les deux annonces. Fleur Pellerin, qui est l'inspiratrice, mais aussi la créatrice de cette French Tech au milieu de pas mal de courants, crée le projet. Ensuite, vous la connaissez bien l'histoire, vous êtes la première, en fait, le premier écosystème en France à avoir été labellisé. French Tech, début, je crois que c'est tout début 2014, je ne connais pas parfaitement les dates, mais je pense que c'est vous les premiers qui avez saisi cette balle au bond et qui l'avez plutôt bien joué. Et puis on voit que derrière, les ministres successifs ont vraiment porté haut ces couleurs. Axel Lemaire récemment, qui a parlé d'un an 2 de la French Tech, la présence des uns et des autres au CES de Las Vegas, et puis une labellisation qui nous emmène à aujourd'hui avec cette consécration des écosystèmes, un réseau sur tout le territoire. Et ce qui m'amuse beaucoup, et là encore c'est un élément que je partage avec vous, c'est ce gros point d'interrogation sur Paris, puisque en fait, un jour ça m'avait comme ça, un peu quand on fait vous savez, c'est un peu comme le championnat de France, vous vous en doutez. Quand j'avais vu le patron, un des patrons, Paul-François Fournier de la BPI, tweeter Bordeaux, première métropole French Tech de France, je me remettais pas. Donc je me disais, mais comment est-ce que c'est possible de dire ça? Puis j'ai réfléchi, je me suis dit, bah oui, bien sûr. Donc je ne sais pas si vous serez d'accord à Lyon, mais en fait, Paris n'est pas labellisé French Tech.
Il n'y a pas de métropole French Tech. Donc, je partage avec vous simplement, et je trouve ça assez intéressant sur l'histoire de notre fonctionnement et comment on a avancé, d'avoir eu une réaction à la Tech City de Londres qui finit par un réseau de French Tech sur tout le territoire, mais qui ne porte pas en fait de French Tech jusqu'à Paris. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors, c'est pas lié, hein, c'est des éléments qui sont extrêmement difficiles de savoir qui peut quoi, fait quoi, mais il y a ce fameux leapfrog, comme disent les Anglais, ce saut en fait de la grenouille, qui fait que c'est vrai qu'on a connu ces dernières années et depuis, en fait, des progrès phénoménaux avec BlaBlaCar, levé de 200 millions il y a plus d'un an, Zigfox, une centaine de millions, des acquisitions sur la scène internationale, WeSings, Captain Train, qui sont des acquisitions qui sont... On a clairement passé un niveau, tous, partout. Et puis la visibilité internationale, on a choisi clairement une très 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 forte implication, un très gros investissement sur le CES à Las Vegas. Je pense qu'il paye, ça nous rend plus visibles. Je ne suis pas personnellement hyper fan de cet événement, mais le fait est que collectivement, il a été choisi de le retenir comme un événement qui était un événement phare pour nous tous, et ça fonctionne. Rapidement, les perspectives. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui et qu'est-ce qui reste à faire? Pour moi, on a d'abord une question qui est celle du financement. On reste, si je vous ai dit qu'on avait passé un cran, clairement, on a quand même encore un très 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 gros souci de taille. Et à tous les niveaux, c'est-à-dire que premier tour, deuxième tour, troisième tour, il nous manque pas un zéro, mais il nous manque presque un zéro. Et ça, c'est un vrai gros sujet. Il est lié à l'ambition, il est lié, donc il faut apprendre à travailler avec plus d'argent, parce que, pour rappel, Uber serait facile à prendre ces derniers temps, mais Amazon, avant d'être introduit en bourse, c'est 2 milliards levés. Pour faire un Amazon, il faut lever 2 milliards avant de le coter en bourse. Bon, je connais aucune entreprise en France, aucune, qui a réussi à atteindre ce niveau, et là encore, je ne parle pas d'Uber. Deuxième élément, les politiques de soutien. J'ai participé à une commission d'évaluation des politiques publiques de l'innovation il y a quelques temps. Ça, c'est toutes les aides publiques. Alors, un côté, hein, celui qui a un brevet de navigation, un PhD d'aide publique, il va peut-être s'en sortir et comprendre. Le fait est, et c'est une des vraies difficultés du système français, qu'on a beaucoup d'aides. J'ai encore cité Xavier Niel, mais il a parlé à un moment de paradis fiscal pour les startups. On a énormément d'aides, des choses qui fonctionnent très très bien. Jeunes entreprises innovantes, le crédit impôt recherche, le Pass French Tech. Mais c'est beaucoup trop buissonnant pour pas dire foisonnant, parce que foisonnant serait un peu plus positif. Il y a un gros effort de rationalisation à faire et un gros effort aussi de focalisation sur les entreprises qui créent de l'emploi, qui créent de la valeur, qui sont clairement plutôt du côté des startups. Critique, autocritique aussi, c'est à mon avis un des éléments qui est un des éléments difficiles de notre écosystème, plus généralement du rapport dans notre milieu. C'est que pour être souvent dans la Silicon Valley, on entend très peu les gens dire du mal les uns des autres. Ils font bon accueil aux bonnes idées, mais aussi ils font toujours bon accueil à ceux qui les portent. Alors après ça, on a toujours son avis, mais je pense qu'il y a vraiment un enjeu qui est celui de faire attention. Alors c'est très français aussi, c'est-à-dire que cet esprit critique, il ne faut pas le perdre, ce sera ma conclusion, mais je pense qu'il faut aussi parfois réfléchir à ce qu'on peut dire de bien sur ce qui fonctionne, ce qui ne nous empêche pas de faire attention. J'aime beaucoup Marc Simoncini, vraiment très fort. C'était l'occasion d'un revirement, je ne sais plus si c'était fiscal ou quel élément qui disait aux jeunes, bah, écoutez, partez. Et ça reste encore un élément qui n'est pas facile de faire masse, de réussir ensemble à dire la même chose, comme la fameuse Startup Nation en Israël. Ce qui est très frappant, c'est que tout le monde vous raconte la même histoire. Alors ça fait un petit peu bizarre au départ, on dit mais pourquoi le chercheur, pourquoi l'entrepreneur, pourquoi la mère de l'entrepreneur, enfin tout le monde vous raconte un peu la même histoire, mais ça rend très fort. Et je pense que ça fait partie des choses sur lesquelles il faut rester réaliste, il ne faut pas perdre notre esprit critique, mais on aurait tout de même à gagner à peut-être être parfois plus bienveillant et facile. Ambiguïté de la réussite internationale. Bravo à tous ceux qui sont sur cette image. Salomon de Docker, évidemment les fondateurs et mon copain Frédéric Mazzella de BlaBlaCar. Mais c'est vrai
qu'on a quand même un sujet qui est celui de créer des très belles entreprises qui ensuite assez rapidement rejoignent des entreprises qui ne sont pas des entreprises françaises. Alors, des startups certainement pas, mais ils se posent vraiment une question de savoir quelles sont les entreprises qui vont pouvoir assurer la continuité du développement de ces entreprises. Captain Train, super exemple, a été racheté par Trainline et donc KKR il y a maintenant quelques mois. C'est encore un très très gros sujet pour moi. Les big corps, donc si Microsoft, si Cisco, je ne sais pas ce qui se passe, hop, sont aujourd'hui, ça redémarre, excusez-moi, c'est du live. Ça m'a fait ça tout à l'heure, j'ai tout perdu. Vous m'excusez, hein. On est jusqu'à quelle heure? Vous me regardez 40, ouais, mais j'ai commencé 10 minutes en retard, non? Alors, hop, j'avais mon RIB prêt, si vous vouliez m'envoyer quelque chose. Allez, vu, hop, hop, hop. Donc j'insiste, hop. Voilà. J'ai fini. Donc des voies aussi qui se précisent. Pour moi, objets connectés, ingénierie data, qui sont des vrais domaines sur lesquels on a réussi à percer ces dernières années. Un véritable sujet qui est celui du renouvellement des vœux entre la recherche et la création d'entreprises, qui pour moi, tout a avancé, la relation avec les grandes entreprises, le capital risque, vraiment sur les 16-17 dernières années, je pense qu'on a tous fait des progrès, mais des progrès énormes. Le sujet en revanche de la recherche et de l'entrepreneuriat reste un sujet sur lequel pour moi on n'a pas suffisamment progressé. Et on a un vrai gros travail à tout ça, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, les entreprises les meilleures sont celles qui réussissent à être le plus en avance sur leur marché, et donc à faire le plus de recherche. Et que ce sujet-là, on ne peut pas douter qu'à l'INRIA, au CNRS et ailleurs, dans les universités, on ait vraiment des choses à valoriser. Et je le dis aussi en tant que président de pôle de compétitivité, on voit que les meilleurs en recherche travaillent déjà avec les Google, les Facebook, les Microsoft, les Uber, et que à nous aussi d'être au niveau pour aller travailler avec eux. Alors, liste au Père Noël très rapidement, plus d'investissement, donc c'est peut-être ça dont on va pouvoir discuter, plus d'investissement au debout de la chaîne, en A, en C, toujours faire attention aux maillons faibles, plus d'exit en France si possible, beaucoup plus de diversité, on a un vrai gros sujet sur la diversité qui est vraiment un vrai problème en France. Un écosystème qui soit plus attractif pour les étrangers, je pense que c'est un sujet pour moi qui est un sujet vraiment clé, c'est qu'on sera bon qu'à partir du moment où des gens viendront loin pour entreprendre chez nous, comme c'est le cas de la Silicon Valley, où il y a plus de 50% des entrepreneurs qui viennent d'ailleurs. Soutien au crowdfunding, et en particulier la fintech. Accompagnement de nouvelles infrastructures sociales, et quand je parle d'infrastructures sociales, c'est typiquement tout ce qui a été coworking, les coworking spaces, il y a à peu près 10 ans maintenant. Le premier coworking space, c'était 2008. Un cadre législatif et réglementaire plus stable, bien plus stable si possible. Je pense qu'enfin, et je l'avais ajouté à ma liste tout à l'heure, avant que la présentation tombe, plus d'Europe et plus de présence des Français dans tout ce qui est normes et standards, qui est un vrai gros sujet. Il faut être marché unique européen du point de vue digital, enfin c'est un vrai sujet. Donc, avant de prendre, j'espère, quelques questions, je pense que c'est important que tous, on fasse cet effort de jouer ce jeu-là, de le jouer collectivement, parce qu'on le voit, ça a un intérêt, cette création, cette marque, cet étendard, appelons-le comme ça, il a de l'intérêt, il a de la valeur pour nous. C'est-à-dire que croire à ce destin, à cette histoire commune, c'est une façon de tourner cette page. Ce que je vous disais tout à l'heure, tout ce French bashing, je pense qu'on a intérêt à jouer ce jeu-là. Ce qui veut dire que, d'un autre côté, c'est pour vous, ça ne nous empêche pas de rester surtout ce qu'on est. Alors, critique, toujours, mais aussi de trouver peut-être nos spécificités dans ces écosystèmes et de voir comment cette French Tech, on peut en faire quelque chose qui n'est pas uniquement une incantation marketing, mais bien, vraiment, une capacité pour nous de nous développer et de rayonner pour être beaucoup plus fort à l'international, puisque l'international, c'est l'échelle de nos métiers. Si vous avez des questions. Une, allez. Oui, une là-bas. Ouais. Je le connais, lui.
Bonjour Stéphane. Alors, je m'appelle Adrien, je suis Salut, le directeur Adrien. de Nantech. Ouais, bonjour. Moi j'ai une question en fait sur le rôle des grands groupes. C'est bien, il y a un gros plan là sur le rôle des grands groupes dans l'écosystème. Je m'interroge en fait aujourd'hui parce que on a énormément de groupes qui montent des accélérateurs, des incubateurs, que ça frémit depuis quelques années. On a des exemples en fait de grands groupes qui ont racheté des startups et ça n'a pas forcément toujours donné des choses très intéressantes. C'est quoi en fait puis même par rapport aux États-Unis où les grands groupes sont peut-être moins présents en fait dans l'écosystème de startups, mais je veux savoir si vous pouvez nous en dire un petit mot en fait de ça et puis concrètement c'est quoi leur place en fait en France à ces grands groupes? Alors, c'est un de mes premières diapositives, là, quand je vous montrais les particularités de notre écosystème ou du capitalisme français. Il faut faire avec ce qui est à notre portée. Quand tu dis que les grandes entreprises sont moins présentes dans l'écosystème américain, il y a quand même, en 2015, quand on regarde, je n'ai pas fait l'exercice en 2014, il y a pas loin de 40% des opérations de M&A dans notre secteur qui sont assurées par Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Donc, c'est un autre type de grandes entreprises peut-être, puisqu'elles sont tech, mais je veux dire qu'elles sont extrêmement présentes. Donc, moi j'espère que ces grandes entreprises puissent jouer un rôle qui n'est pas exactement celui de ces grandes entreprises qu'on n'a pas. Donc, je les appelle plutôt à intervenir, si possible, plus c'est mieux. Ça a toujours été mon sujet, on se connaît. Donc, et je pense que c'est possible aujourd'hui on est dans un moment qui est plutôt très positif et très à l'avantage des startups par rapport à ce qu'on a pu connaître. Il y a des opérations qui sont des opérations qui peuvent parfois nous faire sourire quand on est de l'autre côté des startups. Les 2000 hackathons, ces grandes entreprises qui se prennent pour des startups, c'est parfois un peu, ça fait un peu le mec de 50 ans qui sort en boîte de nuit. Il y a un côté un peu, parfois un peu gênant. Mais je pense qu'il faut vraiment réussir à prendre la force qui s'en dégage. Je pense que aussi il y a des initiatives qui sont d'excellentes initiatives. Il y a des entreprises qui réussissent à se transformer et du coup à faire des bonnes acquisitions. Enfin, tu vois, Crédit Mutuel Arkea, pas loin de la Bretagne, Accor qui a commencé à initier non seulement une transformation mais aussi des acquisitions qui sont hyper intéressantes. Donc je pense que ça bouge. Il ne faut pas oublier deux choses, que d'abord, je pense que la French Tech, c'est pas fait en un jour. Donc, on a un besoin, on a un retard, et que tous ces écosystèmes ont besoin de sédimenter et de percoler de façon à ce que ça marche. Donc, ça prendra un peu plus de temps que ce qu'on imagine. Il faut donc persévérer. Et puis, je pense aussi qu'il y a un enjeu qui est pas uniquement celui de l'exigence. Donc il faut que les uns et les autres, aussi, c'était mon point sur l'exigence, être peut-être un petit peu plus exigeant et attendre qu'il y ait peut-être plus d'argent, voilà. Merci à tous. Je crois que c'était la seule question à laquelle j'avais droit, mais si je vais rester un peu, donc n'hésitez pas. Oui, quand même. On va enchaîner avec l'autre conférence. Juste après. Vous pouvez en parler juste après. Ah, mais si on déborde, toutes les conférences sont finies à 19h. Forcément la croissance, forcément le fait de réussir le problème, c'est de réussir à avoir une base d'utilisateurs la plus, avant même de parler de monétisation, c'est ça le sujet, c'est de réussir à pouvoir accueillir et servir un maximum de clients, toutes, les bonnes, les mauvaises. Après ça, le sujet des capitaux, le sujet de la relation avec les grands groupes, c'est vraiment à mon avis une question qui est une question quasiment annexe ensuite. Merci.